C'est pas un problème de les Africains de trouver un candidat consensuel jusqu'à ce que les Canadiens soient élus secrétaire général francophonie. C'est pas la défaite des Africains. Merci. Les Canadiens ont fait souvent en Afrique, on a vu qu'en 2050, déjà 90%. Et tout le monde était d'accord que si l'Afrique peut être un candidat, mais tout le monde est soutenu. Même lors de son passage à Conakry, nous en avons parlé. Mais le problème qui se pose toujours, c'est que pour la francophonie, par exemple, vous avez 3 candidats de l'Afrique centrale, le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Burundi. Si je vois par exemple pour la BAC, nous avons le Cap-Vert, nous avons le Nigeria, nous avons le Mali. L'OMS, c'est la même chose. On avait le Mali, on avait le Bénin, on avait la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que nous parlons de panafricanisme, mais très souvent notre comportement est contraire. C'est évident qu'en toute logique, le secrétaire de la francophonie doit être un Africain. Mais si nous n'arrivons pas à nous mettre, jusqu'à hier, nous avons essayé. Bon, moi, j'ai vu les présidents d'Afrique centrale, parce que ça était très fâché, ils avaient décidé tous de se mettre derrière. On a essayé de s'expliquer. Mais on n'a pas réussi. Évidemment, c'est très gênant qu'on enlève aujourd'hui que le mérite à la secrétaire générale élue. Mais c'est les grandes puissances, la France, le Canada, la Suisse et la Belgique. Le Canada est le secrétaire général. Donc la logique était que l'Afrique continue. Mais si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, il est évident que les gens ne peuvent pas nous suivre. Si on avait réussi à nous mettre d'accord, mais on n'a pas réussi. Et en plus, étant donné que le sommet c'était sur la jeunesse et les femmes, c'était un grand signe. On peut se demander pourquoi l'Afrique n'a présenté que des hommes. Est-ce que nous n'avons pas de femmes par rapport en Afrique? Pourquoi nous n'avons pas présenté une femme? Il est évident que si nous voulons... Moi j'ai expliqué que la femme est marginalisée alors que la femme continue vers le mois du ciel, ou bien comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. On peut se poser la question d'abord pourquoi tous les candidats africains étaient des hommes, alors qu'en même temps nous disons que le 15e c'est la jeunesse et les femmes. Donc je pense que c'est une défaite à deux niveaux. La première, le fait qu'on n'ait pas présenté de femmes, et deuxièmement le fait qu'on n'a pas pu nous entendre. Donc j'espère que nous allons tirer des leçons pour l'avenir. Discours lors de la cérémonie d'ouverture, nous avons le Macky Sall. Est-ce qu'on peut savoir la raison? Et deuxièmement, les mots que vous avez voulu boycotter le sommet de la francophonie. Est-ce que vous pouvez nous apporter beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à ça? Moi, je ne m'occupe pas des rumeurs. Les rumeurs, ce n'est pas mon problème. Moi, je dois beaucoup au peuple sénégalais. D'abord, en 1991, lorsque j'ai failli être assassiné, je ne me suis pas réfugié dans une ambassade occidentale, je me suis réfugié dans l'ambassade du Sénégal. Et le président Diouf m'a apporté son soutien entier. Et quand j'étais en prison, là où j'ai eu du soutien important en Afrique, la classe politique, tout ça, au Sénégal, j'ai eu le soutien du peuple sénégalais. Et Ousmane Ngom était mon avocat, Boukounta, etc. Ousmane Ngom, c'est dans la rue qu'il a appris que j'étais libéré quand les gens qui avaient été libérés. Je me suis marié au Sénégal. Quand je me suis marié au Sénégal, Ouad était en prison, Landing était en prison. Mais Ousmane Ngom, le Ouad est venu, De Koura est venu. Et il y avait aussi Jacques Bonin qui était ministre de la Justice, etc. Tout le monde était là. À mon mariage, j'avais épousé la belle-sœur de Diop, Koura du Sud. Donc, j'ai eu des problèmes avec le président Ouad. Mais moi, j'estimais que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'était de rendre hommage au peuple sénégalais. J'ai une opinion publique aussi en Guinée. Je pense que vous êtes journaliste, vous voulez savoir quel est l'état de l'opinion publique en Guinée aujourd'hui. Donc si je dois parler du peuple sénégalais, je dois aussi rendre compte à mon peuple. Donc j'estimais que moi je suis chez moi au Sénégal, je suis tout le temps au Sénégal, et le peuple sénégalais est toujours avec moi. Donc c'est le peuple sénégalais que je remercie. Et ça c'est, je pense que quand on suit la situation en Guinée, on doit comprendre que je ne peux que remercier le peuple sénégalais. Parce que quand je vais retourner, j'aurai aussi mon opinion en face de moi. Il n'y a pas que l'opinion sénégalaise ici, mais je vais retourner en Guinée. Et c'est le peuple guinéen qui m'a élu. J'aime beaucoup le peuple sénégalais dessus chez moi, mais ce n'est pas le peuple sénégalais qui m'a élu, c'est le peuple guinéen. Quand tu rumeurs, vraiment, ce n'est pas mon problème. Bon, j'avais écrit que je vais boycotter, on n'a pas etc., mais je suis venu, je suis là.
Sénégal, vous faisiez allusion au Sénégal. Est-ce à vous que le président Condé continue de diminuer la liberté et surtout le devoir de l'État du Sénégal de protéger ses citoyens en fermant ses frontières? Merci beaucoup. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez les frontières en Afrique. La meilleure façon de faire venir les gens, c'est quand vous fermez les frontières. Quand vous fermez les frontières, les gens passent par les pistes. Au moins, quand les frontières sont ouvertes, on contrôle. Quand vous fermez les frontières, les gens passent par les pistes. Moi, je ne stigmatise personne. Je dis simplement, si ton voisin dit que ton chien est enragé, comment voulez-vous que les autres n'aient pas peur de ton chien? Bon, l'Ebola, vous dites protéger le peuple sénégalais, enfin, mais ça, c'est de la démagogie. Est-ce qu'on attrape l'Ebola en l'air? Vous savez comment on attrape l'Ebola? Quand quelqu'un est positif et qu'il est presque à la fin, c'est en ce moment que vous touchez soit le sang, soit la salive, soit la sueur. Et le fait, ce qu'on appelle contact, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut être contaminé par l'Ebola que si le malade est à la phase finale. Donc il est déjà à l'hôpital. Et si vous êtes contact, moi, nous avons pris toutes les mesures à l'aéroport. Jusqu'à présent, personne n'est parti des frontières normales de la Guinée, de l'aéroport et du port pour être contaminé. Le Guinéen qui est venu n'est pas venu par l'aéroport. Nous avons pris des dispositions à l'aéroport. Mais lorsque la preuve, il y a un vol journalier d'Air France sur Conakry, c'est-à-dire 7 vols par semaine. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un? Il y a 7 vols de Royal Air Maroc. Il y a 3 vols de Air Bruxelles. Nous avons pris des dispositions à l'aéroport. Mais lorsque j'ai commencé à être tout infecté par le libéré de la Sierra Leone, j'ai décidé de mettre des thermomètres de détection. MSF m'a dit, mais vous pouvez prendre la température de quelqu'un, il n'arrive 8 jours après, il développe la maladie. J'ai convoqué tout le corps médical et les compagnies aériennes. J'ai dit, on va donner le nom des contacts à l'aéroport. Ils se sont opposés à des secrets médicaux. Nous avons eu beaucoup de discussions. Finalement, on est tombé d'accord sur ce qu'on appelle secret médical partagé. C'est-à-dire, on a mis un point d'hôpital, enfin, médecin à l'aéroport. Eux, on communique la liste des contacts. Ce qui est des contacts, quelqu'un qui a été en contact avec un malade, on doit le suivre pendant 21 jours, prendre sa température pendant 21 jours. Si vous voulez 21 jours, il ne développe pas la maladie, c'est fini. Donc, il dit, les médecins qui sont à l'hôpital, à l'aéroport, on a la liste des contacts. Tous les jours, les compagnies leur montrent la liste. Ils regardent les deux. Si Alassane Savadio, je m'excuse, est contact et qu'il n'a pas fait les 21 jours, on ne lui permet pas de voyager. Donc, je ne vois pas en quoi c'est protéger un peuple contre un autre. Quand on ferme tout ça, il est plus simple de mettre les cibles de contact aux frontières pour empêcher que les malades ne se promènent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent, ça développe le trafic. C'est-à-dire que les gens prennent 100 000 francs, 50 000 francs pour faire passer les gens. Est-ce que ce n'est pas plus simple d'avoir toutes les mesures de sécurité et les gens passent par les frontières normales, etc. Donc je ne vois pas en quoi. Donc c'est protéger le peuple sénégalais contre le peuple de Guinée, si vous comprenez bien. Ça veut dire que le peuple de Guinée peut mourir là-bas, c'est pas le problème du peuple sénégalais. Je lui dis, c'est ça votre opinion. Non, mais si c'est ça, si vous dites protéger, ça veut dire que les Guinéens n'ont pas à mourir, on s'en fout. Non, mais ça veut dire si vous dites protéger, vous voulez protéger contre qui? Contre les Guinéens? Non, mais je prends le procès contre les Guinéens. Quelqu'un qui est malade, c'est un crime. Est-ce que c'est sa faute s'il est malade? C'est un crime. Être malade, c'est un crime. Pourquoi peut-être? Moi, je me dis, est-ce que ça veut dire protéger contre le peuple de Guinée? Donc, quand vous ferez Guinéen mettre là-bas, ce n'est pas votre problème. Vous tournez le bruit, c'est votre question. Ah, si, vous dites que si je trouve qu'on ne doit pas protéger le peuple sénégalais, mais contre qui? Les Guinéens n'ont qu'à mourir là-bas, ce n'est pas notre problème. Et si demain vous êtes malade, est-ce que vous serez content que nous on dise on n'est qu'à mourir là-bas, on vous laisse? Non. Moi, je suis panafricain. Et toute la classe politique, la preuve ce soir, si vous venez au lagon de Bobéré, tous les gens qui vont dîner avec moi, la classe politique sénégalaise, la mouvance comme l'opposition m'a toujours soutenu. Quand j'ai en prison, tout le monde m'a soutenu. Et puis j'ai des amis partout, tous les gens sont mes amis. Mais mes relations, Ouad me disait que je ne veux pas que tu finances mon opposition. J'ai dit, mais président Ouad, quand moi je venais ici, Dieu me donnait la voiture avec les gendarmes. J'étais tout le jour chez toi. Moi, je ne comprends pas. Quand je viens, je vais autrement, je viens, je vais chez Dansoko, je vais chez Nia, je vais chez Bati. Mais la voiture, c'est un gendarme qui conduit. Donc il peut rendre compte à tout moment, je ne comprends pas. Je le fais ouvertement. Pourquoi voulez-vous que je me cache? Ce soir, je vais dîner avec Nias, je vais dîner avec Tanor, avec Al Fassal, avec etc. Ce sont mes amis. Et je ne me cache pas, voilà, dans ce coup.
Je ne me cache pas. Quelqu'un qui comprend se cache. Mais vous venez une voiture de la présidence qui est conduite par un gendarme, ça veut dire des services. Et je vais ouvertement chez Dansoko, chez Patili, chez Nias, etc. Bon. Voilà, Monsieur le Président, moi je m'appelle Hassan Ben, je suis du journal Enquête. Bon, on a comme l'impression que la crise Ebola a fini par prendre le dessus sur vos rapports personnels avec le président Macky Sall. Où en est aujourd'hui vos rapports personnels? Macky Sall est mon petit frère. Moi, je n'ai pas de problème avec Macky Sall. Je n'ai pas de problème avec lui, c'est mon petit frère. Donc, s'il y a... je dois défendre les intérêts du peuple de Guinée, mais Macky reste mon petit frère, je n'ai pas de problème avec Macky. Et puis, de toute façon, moi, ma position est très claire. Le peuple sénégalais, le peuple guinéen, comme le peuple malien, le peuple guinéen, sont des peuples frères. Moi, je suis président, mais dans 3 ans, je ne serai plus président. Pouvoir de président n'est plus là, Macky ne sera plus là, mais est-ce que les peuples ne seront pas là? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le rapport entre les peuples. Les présidents passent, mais les peuples restent. Je ne veux pas que les présidents créent des problèmes à l'égard des peuples. Vous dites maintenant, est-ce qu'on va revenir à des de sécurité? Voilà, non, c'est pas... je n'ai aucun problème avec ça, c'est mon petit frère, la preuve. Lorsque Ibeka a rendu hommage aux soldats français et tchadiens qui sont morts au Mali, je peux d'abord dire non, il y a eu des soldats sénégalais et des soldats nigériens. Pas nigériens prisonniers en francophonie. Je dis non, tu rends hommage aussi. Et j'ai demandé qu'on se rencontre ici pour que, parce que je demande quand Samantha parlait de venir en Guinée, je lui ai dit, on ne peut pas laisser des gens, on est là, soi-disant, maintien de la paix, alors que les gens nous attaquent tous les jours. Donc il faut changer les statuts des forces des Nations Unies. J'ai donné même pas avec le président Hollande, ils m'ont dit nous sommes d'accord de changer sous cette plaque. Donc j'ai dit, quand on va se rencontrer ici, le président Macky Sall, le président Issoufou, le président Idriss Déby et moi, on va se mettre d'accord que nous sommes prêts à nous battre à condition qu'on équipe. Parce que vous ne pouvez pas laisser les gens assis là et tous les jours on va les attaquer. Donc on doit aller contre ce qu'actuellement on fait contre Kinshasa. Donc on a eu cette discussion. C'est la même chose pour les barrages. J'ai dit à Macky ce matin, écoute, les Chinois sont prêts à financer le barrage de Koukoudamba et de Bouya. Et nous savons nous donner 600 MW. Et c'est un barrage dans le cadre de l'OMVS. Donc ça va donner du courant à la Guinée, au Sénégal et au Mali. Je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'il y ait des problèmes entre Macky Sall et moi. Macky Sall, c'est mon petit frère. Bonjour, M. le Président. Je m'appelle Momadien, je suis journaliste indépendant. J'ai juste 2 questions. Dans la fuite de la question sur la Guinée-Ebola, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression en certain moment que le président Macky Sall avait plus envie de protéger son sommet de la francophonie qu'autre chose? La deuxième question, c'est est-ce que par rapport aux relations France-africaines, disons entre la France et l'Afrique, quels sont aujourd'hui les états qu'Aïsme a dépassés? Quels sont les états qu'Aïsme a dépassés entre la France et l'Afrique? Bon, moi je ne veux pas préjuger, je ne veux pas dire que Macky Sall a voulu poser comme ça, sincèrement je ne rentre pas dans ces considérations-là parce que je ne suis pas bon Dieu pour savoir ce qu'il est en train de faire. Ce que moi je sais, c'est que les peuples sénégalais et les peuples guinéens sont des peuples frères, et Macky Sall est mon jeune frère, donc je ne peux pas avoir de problème avec lui. Par contre, moi, mon parti est membre maintenant socialiste, on a des gens de ce qu'on a depuis très longtemps, nous étions ensemble qu'il faut changer les rapports, que les rapports entre l'Afrique et la France ne soient pas des rapports entre chefs d'État qui oublient les peuples, et on soutient les chefs d'État quoi qu'il arrive, etc. Et je pense que aujourd'hui, avant, c'est qui soutenait les dictatures contre les peuples? C'était l'Occident. Jusqu'à ce que même quand Mitterrand a fait son discours de la boule, regardez les financements. On continue à financer des hommes politiques qui trichent, qui fraudent les élections, etc. Donc c'est une autre forme de France-Afrique. Je pense que Hollande a un avantage. Il n'est pas lié à des régimes africains, ça veut dire qui étaient au pouvoir. La plupart des amis étaient de l'opposition, etc. Donc il n'a pas un passé qui peut le gêner. Je pense que les rapports entre la France et la France ont évolué. Et puis les rapports aujourd'hui, lui-même il a dit, les hommes d'affaires français doivent être concurrentiels. Il n'y a plus de chasse gardée. Avant, les sociétés françaises voulaient absolument, pour une route, les Italiens vous proposent 5 milliards, la France pour 6 milliards pour donner. Aujourd'hui, il y a les Chinois, il y a tout le monde en Afrique aujourd'hui, on se développe une relation avec tout le monde. Donc lui-même, il a dit aux sociétés françaises, il faut aller en Afrique, mais soyez concurrentiels, ne demandez pas des avantages de chasse gardée, etc. Il faut que les rapports entre la France et
l'Afrique soit comme les rapports entre la France et les pays asiatiques, les pays d'Amérique latine. Bien sûr, nous avons un passé commun, mais on doit avoir des rapports basés sur des échanges gagnant-gagnant, une coopération gagnant-gagnant et respectant les souverainetés de chacun des peuples. Voilà. Et je pense que Hollande va dans ce sens-là. Abdoulaye Thiam, je suis le chef du bureau régional d'Afrique et directeur du Vision francophone. Monsieur le Président, vendredi, vous avez reçu à Conakry les chefs de la France et François Hollande. Et vous en avez profité pour présenter le leader de l'opposition guinéenne. Est-ce pour vous une nouvelle manière d'affermir les rapports entre l'opposition et le pouvoir? Autrement dit, est-ce que vous voulez lancer un appel aux opposants africains, je dis bien africains, pour qu'ils comprennent que les politiciens doivent se réunir quand c'est le pays qui est en jeu? Je vous remercie. C'est-à-dire le fait d'être pas d'accord politiquement, ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Malheureusement, en Afrique, on se croit qu'on est des ennemis. Mais le fait de ne pas être d'accord politiquement, vous faites de l'opposition aujourd'hui. Si vous cassez les maisons, vous cassez les votes, quand vous allez venir demain, vous allez gouverner sur quoi? Donc, si le peu d'acquis qu'on a en Afrique, vous cassez ça. Donc, soit je vais montrer que les relations entre l'opposition et le pouvoir doivent être des rapports civilisés. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires qui n'ont pas. Si nous voulons tous le bien de notre pays, nous pouvons avoir des visions différentes, mais ça ne peut pas devenir des ennemis. Donc, moi, je voulais montrer que moi, je n'ai aucun problème. C'est l'opposant qui a le plus de députés. Et si on fait statut de l'opposition, c'est le parti qui a le plus de députés. Donc j'ai montré que je dois déposer les statuts la semaine prochaine, je vais regarder le statut du Mali, du Burkina, du Sénégal, même si au Sénégal vous ne l'avez pas tout à fait appliqué. Et j'ai montré à voir, c'est le chef de l'opposition, je les ai invités, ils étaient là, ils étaient tous là. Ça veut dire que je les considère comme des frères, on n'a pas la même vision, bien qu'eux ils ont gouverné en Guinée. Si vous allez en Guinée aujourd'hui, tout ce que l'électorat a laissé, j'ai dit que le deuxième des prix a été un crime économique contre lequel je voulais le montrer. Tout ce que l'électorat a laissé comme usine, tout ça, ça a disparu et il n'y a rien. Quand vous venez en Guinée, il y avait un seul hôtel. Quand vous passez une nuit, vous n'avez pas envie de passer une deuxième nuit. Bon, donc, mais ça n'empêche que c'est un débat politique. Donc, je vais montrer à la face du monde qu'en Afrique, on doit avoir des rapports civilisés. Ce n'est pas parce que quelqu'un de l'opposition qui est un ennemi. Et donc, la meilleure façon, c'était quand on regardait avec toute la presse internationale de montrer que si nous sommes mon jeune frère, je suis président, demain il peut être président. Donc, moi j'étais président pendant 50 ans. Hollande a dit quand Chirac est venu, j'étais en prison. Donc, il faut qu'on ait des rapports civilisés et qu'on ne soit pas d'accord, ça n'empêche pas qu'on aille prendre un point ensemble ou bien qu'on s'invite à déjeuner ou à dîner, etc. Merci bien. Revenez cdplus.com. Monsieur le Président, je voudrais savoir quelle est la position de la Guinée, quelle est votre position personnelle par rapport à la question d'une monnaie unique, soit pour l'Afrique de l'Ouest en tant que thème, ou comme cela se discute en ce moment par rapport au moins aux pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez une position personnelle et qu'est-ce que vous pensez que cela pourrait apporter aux pays de la région? Ça, c'est ma première question. La deuxième, si vous aviez un objectif à donner à la francophonie, pour qu'elle puisse devenir une francophonie des peuples, lequel serait-ce? Vous savez, moi je constate que la France et l'Allemagne ont eu 3 guerres en un siècle. 1870, 1914, 1940. Et on sait quel était le rapport. Aujourd'hui, on a l'euro. Mais l'euro, c'est la monnaie qui couvre la France et l'Allemagne. Quel est le meilleur? Comment on peut pousser l'intégration? Lorsque vous avez une monnaie unique, vous allez vers l'intégration totale. Et l'Allemagne, la Belgique seule a un PIB plus important que tous les pays d'Afrique francophone. Alors si les Européens, l'Allemagne est une grande puissance, la France est une grande puissance, le PIB de l'Allemagne fait combien notre PIB? C'est-à-dire notre PIB ne vaut même pas la Belgique. Si ils sont arrivés à s'entendre à créer une monnaie unique, pourquoi pas non? Moi je dis que pour moi ce n'est pas la zone franc. C'est lui-même une zone CEDEAO, mais l'idéal c'est une zone africaine. Mais comme on ne va pas régler au moins, je suis pour une monnaie. S'il y a une monnaie de la CEDEAO, la Guinée adhère. Mais je ne veux pas qu'on ait le franc CFA d'un côté et les monnaies des autres pays. C'est pourquoi nous sommes pour. On a fixé des chances 2020 pour avoir la monnaie unique. Mais quand je vois la façon dont on se comporte, ça m'étonnerait qu'on ait la monnaie unique en 2020. Mais pour moi, l'idéal, c'est. Vous savez, sur beaucoup de questions, par exemple, si nous avons une raffinerie au Sénégal, pourquoi je vais construire une raffinerie en Guinée? Si on a une usine de cimenterie capable, pourquoi pas que ça dit? Pour moi, il faudrait que nous ayons un marché intégré, que le pays qui est le mieux placé pour telle entreprise
fasse danser pour toute la zone, etc. Parce que si on fait... Mais malheureusement, une fois, j'ai posé la question au président Blaise à l'époque, j'ai dit, mais il y a une cimenterie, pourquoi faire une cimenterie? Il dit, mais oui, aujourd'hui, c'est là-bas avec l'élément, il va faire les frontières. Le problème qu'on a, c'est ça justement, c'est-à-dire qu'il faut que, quels que soient les problèmes entre la France et l'Allemagne, la France fournit les rester à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les relations économiques avec les problèmes politiques. C'est ce qui fait notre retard. Qu'est-ce que vous voulez qu'un pays comme la Guinée, avec 12 millions d'habitants, le Sénégal, avec comment voulez-vous qu'on ait une entreprise rentable quand le marché n'est pas large? Comment voulez-vous qu'on ait une entreprise rentable? Donc, moi, je n'ai pas voulu adhérer à la zone franc parce que j'estime qu'il faut dépasser la zone franc pour arriver à une zone CEDEAO. C'est ce qui est le plus important et mieux. L'Europe aujourd'hui, il y a combien de pays qui sont membres de la zone euro? Mais c'est des pays. La Guinée n'a jamais fait de guerre avec le Sénégal. Le Sénégal n'a jamais fait de guerre avec le Mali. Comment des pays qui se sont battus 3 fois, et vous savez le nom du monde, en un siècle, 1940, ça fait même pas un siècle. Aujourd'hui, ils sont la monnaie unique, ils sont intégrés, et nous on ne l'est pas. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais j'espère que les nouvelles générations qui vont venir, évidemment, la génération de Dansoko, c'était des patriotes, etc., des gens qui avaient un idéal. Mais beaucoup d'entre vous aujourd'hui, c'est la course à l'argent. J'espère qu'il va y avoir une nouvelle génération qui restera patriote comme ils l'ont été, et non pas la course à l'argent. L'objectif de la francophonie? Non, je pense qu'aujourd'hui, au moins la France a fait une bonne chose, de prendre la jeunesse et les femmes. Lorsque nous étions à Durban, j'ai dit à mes collègues, nous sommes assis sur une bombe. Je dis, pourquoi tu racontes des histoires? Je dis, on est assis sur une bombe. La mort, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Ils connaissent, ils vont sur Internet. Ils connaissent ce qui se passe. Si nous n'arrivons pas à résoudre le problème de la jeunesse, nous allons tous sauter. Donc, aujourd'hui, je pense que la meilleure chose que peut faire la francophonie, c'est d'abord comment autonomiser les femmes, c'est-à-dire les femmes autonomes. Il faut qu'une femme ne soit pas obligée de se marier parce qu'elle ne peut pas gagner sa vie. Et deuxièmement, comment nous pouvons résoudre le problème de la jeunesse au lieu du travail gestionnaire. Lorsque j'étais à Marrakech dernièrement, j'ai expliqué qu'on a une même situation que l'Asie sur le plan de la main-d'œuvre, on a une main-d'œuvre moins chère. Mais l'Asie avait un avantage sur nous, ils maîtrisaient plus la technologie que nous. Nous commençons à maîtriser la technologie. Pendant ce temps, pour la chercher à la Chine ou l'Asie du Sud-Est, ils ne peuvent plus compter sur le commerce extérieur, ils doivent compter sur le marché intérieur, ça veut dire qu'ils doivent augmenter les salaires. Donc, ils vont devenir de moins en moins compétitifs. Et nous avons la chance, nous sommes en train de maîtriser surtout les nouvelles technologies. Donc, l'Afrique peut devenir l'usine du monde, en tout cas du monde occidental ou de l'Europe. Ça veut dire que nous allons nous industrialiser. Deuxièmement, nous allons fournir l'Europe à un coût moins, parce qu'on est moins là. Et troisièmement, nous n'aurons plus nos jeunes qui vont aller mourir dans les eaux de la Méditerranée. Donc, si la francophonie se penche sur les deux problèmes qu'on a aujourd'hui, les femmes et les jeunes, je pense que c'est le meilleur apport que la francophonie peut faire. Et aussi de comprendre que nous devons lutter contre la pauvreté. Parce que tous les problèmes que nous avons, c'est la pauvreté. Pourquoi les islamistes gagnent du terrain? Parce que quand l'enfant est malade, ceux qui donnent l'argent, quand il faut aller à l'école, etc. Mais si nous, les dirigeants, nous pensons sur les conditions de vie, c'est-à-dire que notre préoccupation est d'améliorer les conditions de vie des populations et que nous disons compte de la pauvreté et du terrorisme. Ce que j'ai dit dernièrement aux Occidentaux, nous envoyons des militaires et des armes, aidez-nous à ce que les gens soient moins pauvres. S'ils sont moins pauvres, on n'aura pas besoin des armées pour nous battre. Donc si la francophonie se donne comme objectif l'autonomisation des femmes et l'emploi jeune, et ensuite la lutte pour diminuer la pauvreté, je pense que c'est le meilleur rapport que la francophonie peut faire. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est Kara Djoun de la West Africa Démocratie Radio. La question que beaucoup d'Africains et beaucoup même de Guinéens se posent, c'est de savoir pourquoi la Guinée n'a pas pu décoller depuis très longtemps. Et si nous connaissons que c'est un pays très riche en ressources naturelles, etc. Nous savons que pendant que le président Sékou Touré était là, il n'avait pas les coups de franche pour pouvoir aller très loin. Mais avec tous ses successeurs, on a pu comprendre que ces derniers auraient pu faire quelque chose quand même pour faire avancer le pays. Mais jusqu'à présent, la Guinée n'a pas beaucoup avancé. On voudrait savoir quelle politique vous avez pour faire vraiment décoller le pays qui fait partie des pays les plus riches en ressources naturelles et jusqu'à présent vous êtes très loin du point de vue développement. Touré était un syndicaliste au départ, mais qui progressivement s'est trouvé comme un lion en cage et finalement il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout. Donc, il a fini par avoir des ennemis partout
Mais, évidemment, ensuite, il y avait un système étatique qui n'a pas permis à l'initiative privée de se développer. Malgré cela, quand même, la Guinée avait beaucoup d'usines et dans beaucoup de secteurs, on était tout suffisant. Il avait lancé les FAPA qui pouvaient nous permettre d'être autosuffisants. La question que je voudrais vous poser, nous avons la montée des réserves mondiales de bauxite. On n'a qu'une petite mine, une petite usine d'alumine à Friam. On a le minerai de fer le plus riche au monde, à part le Kareja en Amazonie, Simandou, une exploitation de plus de 100 ans. Et on n'a pas sorti une tonne de minerai de fer jusqu'à l'année dernière. Nous sommes, la Guinée, quand vous suivez, tout est vert, de l'eau partout. Nous sommes le château de l'Afrique. C'est-à-dire, la Haute Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. La forêt seule peut nourrir toute la Guinée. La basse Guinée seule peut toute la Guinée. Donc on a 3 régions qui, chacune plus individuellement, peuvent nourrir toute la Guinée en ligne. Lorsque la France s'est rendue compte qu'elle allait perdre la guerre de Chine et que le Tonkin n'allait plus servir de grenier pour l'Union française, il avait décidé que la Guinée soit le grenier de l'Union française. Donc c'est Touré, évidemment, au départ, bon, c'était un patriote africain. Ensuite, il y a eu des conflits avec la France et les tueries, le Cambodge, etc. Mais la Deuxième République posait la question. Conté était un militaire. Quand il est venu, il a dit, nous les militaires qui sommes venus au pouvoir, nous sommes pauvres. Si vous voyez un avec une belle voiture, une maison, c'est qu'il a volé. Voilà le discours de Conté. Il a dit ensuite, moi je ne connais pas. Si vous passez bien, faites. Alors posez la question aux anciens premiers ministres. Pourquoi la Guinée est dans cette situation-là? Pourquoi moi je dis que la Deuxième République a été un crime économique contre la Guinée et Conté n'a rien à voir dedans. Si un ministre me fait signer dans un décret, c'est que je le fais exprès. Mais Conté, il dit que je signe. Il dit oui, ici. Ou bien on lui donne 10 pages, on lui donne la dernière page ici, et il ne sait pas ce qu'il y a dans les 10 premières pages. Donc, c'est ceux qui ont gouverné la Guinée qu'il faut poser la question pourquoi ils étaient des cas des intellectuels et pourquoi la Guinée n'a pas pu. Vous venez à l'Assemblée, vous êtes venu, quand vous venez à un hôtel, vous ne pouvez pas dormir 2 jours. Mais venez maintenant à Conakry, vous avez le plan d'hôtel, vous avez l'Union, etc. Vous avez tout. Bon. Venez sur le Conakry, maintenant vous avez des immeubles partout. Tout le monde a abandonné l'agriculture. Nous sommes en train de voir devenir autosuffisants. Et surtout, j'ai fait un nouveau code minier. Parce que les miniers viennent, ils prennent un permis de recherche. Vous avez le droit de prendre un permis pendant 2 ans, en se renouvelle 2 ans. Mais il y a des gens qui ont des permis depuis 10 ans, ils ne savent même pas où se trouve la mine. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas où est Kérouané ou Beïla. Pendant que c'était un gain d'argent en bourse à Londres. Donc, la première chose que j'ai fait, c'était de faire un nouveau code. Et on a publié, on est le seul pays minier qui a publié tous les contrats miniers. Vous allez sur Internet, vous trouvez tous les contrats miniers. On a dit maintenant, on va faire la revue des contrats. Tout ce qui, si vous avez obtenu un permis par corruption, le code amène à la preuve. J'ai mené une grande bataille contre Simex grâce à l'appui des États-Unis, de la Suisse, de la France et de l'Angleterre. Aujourd'hui, j'ai repris Simandou en idée qu'on va mettre on va faire un appel d'offres. Et tous les contrats miniers qui étaient contre l'intérêt de la Guinée, on les a repris. Nous avons récupéré 800 permis. Ça veut dire qu'il y avait 800 gens qui avaient des permis et qui n'ont jamais rien fait. C'est-à-dire qu'ils étaient là depuis 10 ans. Pendant ce temps, ils gagnaient de l'argent en bourse. Donc c'est une question de gestion économique qui a fait que la Guinée n'a pas avancé. Alors poser la question à tous ceux qui viennent s'inviter, qui parlent, etc., et qui ont gouverné le pays, pourquoi le pays est à ce stade-là aujourd'hui. Alors que la Guinée, développer le Mali, il faut un grand effort, développer le Sénégal, il faut un grand effort pour le Burkina. Mais la Guinée, développer la Guinée, ce n'est pas difficile. Même si vous jetez le riz comme ça sur le sol, ça va pousser. Non, mais il faut une volonté politique. J'ai dit aux Guinéens, le PIB de la Guinée, c'est 6 milliards de dollars. Le PIB du Sénégal, c'est 30 milliards. Est-ce que vous voulez croire que le PIB du Sénégal est 5 fois sur le PIB de la Guinée? Mais quand ils Guinée comprennent, mais c'est ça la vérité. Donc, on devrait avoir un PIB 5 ou 10 fois supérieur à celui du Sénégal. C'est l'inverse. Mais s'il plaît à Dieu, nous allons l'avoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Mon nom est Frédéric Bataille, journaliste à CNews.com. Alors, le président Hollande, hier, dans son discours, a invité expressément les chefs d'État africains à éviter les manipulations constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir, au risque d'avoir à faire face à une insurrection populaire comme celle qui a précipité le départ de Blaise Compaoré au Burkina Faso il y a très exactement 1 mois. Alors ma question, c'est de savoir l'appréciation que vous faites de ce propos du président français
Ensuite, c'est de savoir dans les couloirs du sommet de Diamniadio, est-ce que entre vos homologues chefs d'État africains, vous avez commenté ce passage du président Hollande et qu'est-ce que vous en avez dit très exactement? Merci. Bon, je pense qu'Hollande est responsable de ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas commenté ou pas prendre position. Je suis élu par le peuple de Guinée. Et chaque peuple choisit ses dirigeants et à chaque peuple de résoudre ses problèmes. Moi, je n'ai pas à commenter ce qu'Hollande a dit. Et en plus, ce qui se passe entre les chefs d'État, regarde les chefs d'État. Je ne sais pas pourquoi je vais dire ici, il y a eu telle chose de couloir. Enfin, je sais bien que vous aimez. Moi, je n'ai pas à commenter ce que mes pères disent ou à les juger. Ce que je dis simplement, c'est le peuple sénégalais à juger, le peuple burkinabé, le peuple ivoirien. Moi, je suis responsable devant le peuple de Guinée et l'ensemble du peuple africain, mais je n'ai pas à commenter ce que tel chef fait. C'est son peuple qui doit décider. Si le peuple n'est pas d'accord, bon, comme au Burkina, ou comme en Tunisie, ou en Égypte, etc. Mais moi, je n'ai pas à porter d'appréciation sur ça. Je sais bien que les Guinéens s'aimeraient bien qu'on fasse la polémique en tout, mais mon problème c'est comment développer la Guinée, comment développer donner du travail aux jeunes africains et comment faire en sorte que nos enfants n'aillent plus mourir dans les eaux méditerranéennes. Monsieur le Président, à la Sénat de la charge, en 2015, c'est la présidentielle en Guinée, qui nous demande pour demander peut-être les voix de Guinée. Et c'est d'abord le candidat pour cette présidentielle de 2015. Et deuxièmement, quel est le bilan que vous avez présenté au Guinée sur le plan économique, social, pour vous demander pour le deuxième mandat? Merci. Bon, d'abord, ça va sur ce candidat, c'est le parti qui va décider de me présenter ou pas. Vous savez, Alassane, moi, mon problème, ce n'est pas de faire de l'électoralisme. Qu'est-ce que je vais laisser aux jeunes Guinéens et à nos petits-enfants? C'est-à-dire, est-ce que je construis une maison avec une subvention faible pour louer 5 à la maison de ton, ou de faire des semences solides? La Guinée est un pays où il pleut beaucoup. Est-ce que je vais faire des routes à 2 couches? Ça me permet de faire 100 km facilement. Ou bien je vais faire des routes à béton bitumé. Mais 10 km de béton bitumé égale 100 km de 2 couches. Mais quand vous faites une route à 2 couches, au bout de 2 ans, il n'y a plus de route. Parce qu'il pleut beaucoup. Ensuite, des camions qui passent détruisent. Donc, moi, j'ai dit aux Guinéens, je suis venu pour faire en sorte de créer les bases d'un véritable développement et qui va permettre à la jeunesse et à nos enfants, nos petits-enfants de vivre dans un autre monde. Je prends le point de l'électricité. C'est facile d'acheter du gasoil et de faire marcher les groupes quelque temps, mais après l'électricité disparaît. Si vous faites des barrages, c'est définitif. Et la Guinée a 100 positions de barrages, dont au moins 2 barrages de 550 MW, soit Petit et Amaria, et plus de 20 barrages de 250 MW. Sans compter les barrages de 2 à 2 MW, à 15 MW, etc. Donc il vaut mieux que les Guinéens n'aient pas d'électricité pendant 1 ou 2 ans et qu'on ait l'électricité après avec le barrage, que d'acheter du gasoil et donner l'électricité après. Quand il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus d'électricité. Donc moi, je ne me fixe pas l'horizon 2015, l'élection ou pas, ce n'est pas mon problème. Bon, nous verrons là. Mais les Guinéens, je vous invite à venir en Guinée. J'ai dit à Mamou, au Fouta, on dit que moi je n'aime pas le Fouta. Mais celui qui aime le Fouta, ce n'est pas celui qui parle. Allez à Mamou, allez à Darabada, à Pita, ou bien écouter les chansons des femmes peules. On présente des excuses pour ce qu'on a fait contre vous, on ne savait pas. Ça, c'est la voix du peuple. Allez, venez à Guinée, allez à Mamou, allez à Darabada, à Pita. J'ai dit, je vais prendre les 10 préfectures du Fouta. Ils n'ont qu'à monter qu'ils ont fait pendant 25 ans. Et ce que moi j'ai fait en 3 ans. Bon, c'est très simple. Vous allez dans les sous-préfectures, etc. Allez à Zérekoré ou allez à Bokeh. Aujourd'hui, je vous invite à aller à Mamou, à Delabaya, Pita, et à écouter ce que dit la population peul. Donc, mon problème, ce n'est pas la direction, c'est comment je vais poser les bases d'un véritable développement de la Guinée pour les générations futures. Je ne fais pas une politique électoraliste. Bonsoir, Monsieur le Président Condé. C'est M. Watt, Afrique Magazine. J'ai une petite question à vous poser. C'est-à-dire le président Diouf a fait un boulot extraordinaire au niveau de l'OIF, qui était notre ancien chef d'État ici au Sénégal, respecté partout. Quelles sont vos attentes sur la nouvelle secrétaire qu'on vient d'élire, Mme Jean? Peut-être elle ne va pas nous oublier pour l'Afrique, parce qu'elle est canadienne d'origine africaine. Je crois que j'ai déjà répondu à ce que j'attends. Vous savez,
j'ai toujours dit que le président Diouf a mis la francophonie tellement haut qu'il va être difficile de lui succéder. Et je pense que Paille connaît ma position sur cette question. Moi, j'avais pensé que le temps qu'on trouve un très bon candidat, il était bon que le président Diouf continue, ne serait-ce qu'un an. Bon, Paille connaît ma position. Je pense que le président Diouf a donné une autre dimension à la francophonie. Personne ne prend la francophonie au sérieux. Maintenant, on prend la francophonie au sérieux quand on parle de démocratie, etc. etc. Donc, il est difficile de succéder au président Diouf à la tête de la francophonie. Moi, je ne préjuge pas le fait qu'elle soit canadienne ou pas. Elle peut être canadienne et faire plus pour l'Afrique qu'un Africain. Mais aujourd'hui, on doit se poser la question, que va être l'après Diouf à cause de la dimension qu'il a donnée à la francophonie. C'est très difficile de succéder. Et moi, j'ai rendu hommage au président Diouf pour plusieurs raisons. En 1991, lorsque j'ai eu des problèmes, c'est le président Diouf qui m'a envoyé l'avion et m'a toujours soutenu. Et on a toujours parlé directement. Lorsque Wade et Dansoko et Landing ont été en prison, je suis venu pendant une semaine. J'ai dit au président, mon grand frère, tu ne peux pas garder Wade en prison avec lui. J'ai dit, c'est pas une affaire juridique, c'est une affaire politique. Je l'ai tellement harcelé. Et quand vous êtes venu à Conakry, il a dit, parce que j'avais pris mon billet, parce qu'on avait convoqué Dansoko. J'ai dit, donc, si Dansoko doit aller à la convocation, je prends mon avion, on est ensemble au tribunal. Bon, mais on ne l'a pas convoqué. Il fallait, vous savez, à faire comme ça. Et il a dit, il est venu me voir. Et puis j'ai libéré Wade. Ah, vous savez de quoi? Il a dit, mais je n'ai pas fait comme ça. Je n'ai pas fait contre le droit. Tu te rappelles? Donc moi, je dois beaucoup au président Diouf. Et Albert se rappelle, lorsque le président Diouf est venu à Mitterrand, il a dit, Alpha, c'est mon petit frère. On dit qu'il est anti-français. C'est pas vrai. C'est lui qu'il faut à la Guinée. Et ce soir-là, je devais dîner avec Babacar Nemba, que Dieu est son âme. Je me suis retrouvé avec 8 ministres sénégalais. Ils ont dit, Alpha, il faut le connaître. Diouf ne défend jamais quelqu'un. Si Diouf vient parler de quelqu'un comme ça devant Mitterrand, il faut vraiment qu'on connaisse ce monsieur. Et Albert, on s'est retrouvé au Team Garde avec 7 ministres sénégalais que je connaissais pas. Il y avait que Babacar Nemba que je connaissais. Bon, voilà comment j'ai connu certains. Donc il y a beaucoup de passé entre moi et le président Diouf, entre sa femme et moi, etc. Pas y en sait quelque chose. Mais je pense que la situation de Diouf va être très difficile. Parce que c'est pas que ça soit la canadienne, mais c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va maintenir la francophonie à ce niveau. Mais mon frère, il m'a pas beaucoup aidé, parce qu'il ne m'a pas aidé à convaincre le président Diouf de rester un an en attendant pour trouver vraiment quelqu'un. Merci beaucoup. Super. Voilà, j'ai fait plusieurs. Ça doit être au moins une demande. Merci. Tu as quel hôtel? Je suis en ville. C'est mon grand soutien.